La Révolution française. Cet événement célèbre et connu dans le monde entier, aujourd'hui c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Quand on apprend une langue étrangère, on n'apprend pas seulement la langue, les règles de grammaire, ce genre de choses. On apprend aussi la culture qui se cache derrière cette langue, les influences, l'histoire de la langue, mais aussi du pays dans lequel on parle cette langue. Et quand on parle du français, on a tous en tête cet événement historique, la Révolution française et la prise de la Bastille. C'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu trouveras la transcription de cette vidéo dans la description YouTube. Avant de commencer également, petit disclaimer, ok, je vais passer volontairement quelques détails, etc. C'est un résumé de ce qui s'est passé. Donc n'hésite pas à faire des recherches, à en apprendre un peu plus sur tout ce qui s'est passé pendant cette période. Mais tu vas voir, je t'ai fait un résumé assez complet quand même. Attention, c'est pas du vocabulaire qu'on utilise tous les jours, évidemment. Donc voilà. Tu veux aussi, pour que tu en saches un petit peu plus sur la structure de cette vidéo, on va voir 5 parties majeures. Donc n'hésite pas au début d'une partie ou quelque chose comme ça à mettre la vidéo en pause, etc. Ok, on commence donc tout de suite avec la partie numéro 1, avant la Révolution. Pourquoi le peuple en a eu marre de la situation? Il faut savoir que à cette période, la France est une société figée et profondément injuste. Imagine une France qui est coupée en 3 mondes, si on peut dire, complètement déséquilibrés. On a le clergé, qui représente 0,5% de la population. C'est les évêques, les prêtres. Ils vivent plutôt bien, ils possèdent plein de terres et ils ne paient aucun impôt. Ensuite, on a la noblesse. C'est à peu près 1,5% de la population. Là, on parle de gens avec des titres, des terres, parfois très riches aussi, parfois juste titulaires d'un nom, mais toujours couverts de plein de privilèges. Et eux non plus, ils ne payent aucun impôt. Et donc, il nous reste ce qu'on appelle le tiers-état. Le tiers-état, c'est les 98% qu'il reste. Paysans, artisans, ouvriers, marchands, bourgeois également. Tous ceux qui font tourner le pays en fait. Et c'est eux qu'on taxe le plus parce qu'il n'y a que eux qu'on taxe. Ok. Et pas qu'un petit peu. Dans les années 1780, la France, elle est criblée de dettes. Pourquoi ? La première raison, c'est parce qu'elle a soutenu financièrement la guerre d'indépendance des Américains contre les Anglais. Vous savez que la France et l'Angleterre, on a une petite rivalité historique. Encore une fois, ça en est la preuve. Ok ? Mais aussi le train de vie du roi et de la cour, qui coûte une fortune à l'État, au pays français. À Versailles, c'est vraiment le bling-bling absolu. Ok ? Pour rembourser donc les dettes que la France est en train d'accumuler, c'est quoi la solution? Facile, augmenter les impôts de qui? Du tiers-état, évidemment. Sauf que,
À, ce- à cette période-là, il y a plusieurs mauvaises récoltes. Le blé devient donc plus rare et donc également beaucoup plus cher. Et le pain, à cette période-là, ça représente 70 à 80% de l'alimentation des pauvres. Et donc, imagine que ce que tu manges 80% du temps, ça double ou ça triple de prix. Donc, ta nourriture devient inabordable. Ah, tu as déjà du mal à survivre avec un seul repas par jour, et maintenant ce repas-là, tu dois le payer 3 fois plus cher. Tu deviens fou. Ok? En parallèle, il y a aussi autre chose qui commence à apparaître. Les idées des Lumières, avec un grand L. C'est un peu le moment où la mèche de la bombe s'allume. En parallèle, donc, certains philosophes commencent à poser des questions qui fâchent, qui rendent le pouvoir, qui posent des problèmes, en fait, au pouvoir. Les trois plus connus de cette période des Lumières, Montesquieu, qui dit «Et si on séparait les pouvoirs pour éviter les abus?» Voltaire, pourquoi le clergé est intouchable alors qu'ils ne font absolument rien? Ou encore Rousseau, qui lui dit ah, le pouvoir doit venir du peuple, pas de la naissance. Parce que oui, à ce moment-là, c'est ta naissance qui va dicter qui tu es, quel rang tu as, à quel groupe social tu vas appartenir. Et donc ces idées, elles commencent à circuler dans les salons, dans les livres, dans les cafés, les bars, les auberges. Voilà, les gens commencent à réfléchir un petit peu plus. Et elles touchent même les bourgeois du tiers-état. Des gens éduqués, très riches, mais sans aucun pouvoir politique. Donc là, les choses commencent à bouger un petit peu en France. On doit parler évidemment du roi Louis XVI. C'est un roi qui est un petit peu dépassé par son époque. Il monte sur le trône en 1774 et il est décrit comme quelqu'un qui il a un bon fond, d'accord? Il n'est pas tyrannique, mais c'est quelqu'un de très indécis. C'est un roi qui est influençable et qui est ultra lent à réagir, à prendre des décisions. Il comprend mal les problèmes du peuple. Ok? Aux côtés du roi, la figure presque la plus connue de cet événement, Marie-Antoinette. Elle est autrichienne et elle est décrite comme frivole un petit peu. Elle est jeune et elle va devenir le symbole du mépris de la noblesse. Des rumeurs la présentent comme quelqu'un de insensible et très dépensière. Donc voilà, ça c'est un peu pour voilà, le roi, la situation actuelle des choses. Le roi donc, il décide de réformer. Ok, il sent que ça ne va pas, la situation est trop instable. Il essaye donc de commencer à taxer les riches. Mais évidemment, les nobles refusent et donc le roi revient sur sa décision. Il recule. Ok. Là, c'est le moment où le ras-le-bol est total. Ok. La colère monte partout en France. Le peuple meurt de faim, les bourgeois veulent le pouvoir et les nobles refusent de perdre leurs privilèges. Donc Louis XVI, il se retrouve un peu coincé, le dos au mur. Ok. Il va tenter
un dernier coup. Il va tenter une dernière carte. Et il va convoquer les États généraux pour mai 1789. Les États généraux, c'est quoi? C'est une grande réunion avec les représentants des trois ordres dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est quelque chose d'exceptionnel puisque au moment-là, ça n'avait pas été fait depuis 1614. Ok? Ça n'arrive jamais, en fait. Et avec cette réunion, le roi, il espère calmer le jeu. Problème, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de donner la parole à des gens, à des personnes qui n'ont jamais pu s'exprimer avant. Et ce qu'ils vont dire, ça va tout changer pour le roi, la France, la situation politique de la France. On commence donc la partie 2, 1789, l'année où tout bascule en France. Donc les États généraux se réunissent et on ouvre enfin la parole au peuple. Ça se passe le 5 mai 1789. Chaque ordre a ses représentants. 291 pour le clergé, 270 pour la noblesse et 578 pour le tiers-état. Mais il y a un énorme problème. Chaque ordre vote séparément. Donc, clergé plus noblesse, ils peuvent absolument tout bloquer. Les réformes, les nouvelles lois, etc. Et ça, évidemment, le tiers-état, il le vit super mal. C'est comme si tu étais dans un match de foot, que ton équipe jouait à 6 contre tout le reste de l'équipe et que, en plus, tu n'avais pas le droit de tirer au but. Ça n'a aucun sens. Et donc, évidemment, le tiers-état va se rebeller. C'est donc la naissance de l'Assemblée nationale. Le 17 juin, pour être exact, 1789, les députés du tiers-état, ils partent, ils claquent la porte. Et ils se proclament eux-mêmes Assemblée nationale, représentant légitime du peuple. Il y a même des membres du clergé qui les rejoignent et quelques nobles. Et là, le rapport de force, il commence à changer un petit peu. Ok? Un petit peu, beaucoup même. L'engagement, ça, c'est comment je peux dire ça, une étape connue, célèbre dans le déroulement de la Révolution française, le serment du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un sport pratiqué à cette époque, comparable au squash qu'on peut trouver de nos jours. Ok? Tout le monde veut se réunir, donc, et le roi tente de bloquer leur salle de réunion. Ok? Donc, il décide de se réunir dans une salle de jeu de paume, juste à côté. D'accord? C'est pour ça que c'est connu à ce moment-là. Et là, il jure solennellement, donc, de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est un acte révolutionnaire majeur. C'est vraiment le moment où des mecs en perruque, il n'y a pas d'autre mot, ok, jurent de changer le monde et, spoiler, ils vont le faire, ok. Le peuple de Paris va entrer dans la danse et va jouer un rôle essentiel dans cette révolution française. Avec évidemment, tu l'as deviné, la prise de la Bastille. À Paris, le peuple, il commence à s'agiter un petit peu. Il a peur que le roi fasse intervenir l'armée contre l'Assemblée. Parce que le roi a déjà essayé de bloquer leur salle de réunion. Il n'est pas du tout OK avec ce qui est en train de se passer, évidemment. Donc le peuple commence à avoir peur de ce roi. Des troupes sont positionnées tout autour de Paris,
Et le 14 juillet 1789, les Parisiens attaquent la Bastille. C'est une vieille prison royale et c'est vraiment le symbole du pouvoir arbitraire. À ce moment-là, le roi, il avait tous les pouvoirs avec la fameuse lettre de cachet. Il avait juste à signer un bout de papier et la personne était envoyée en prison. Pas de jugement, pas de tribunal, etc. Et donc la Bastille, c'est un peu ce symbole-là, ok, du tout pouvoir. Il y a peu de défense et peu de prisonniers. Seulement 7 en tout. Mais l'effet, il est immense. C'est la première grande victoire du peuple sur le roi. Et c'est un message ultra fort envoyé, voilà, à tout le monde en France. On ne se laissera pas faire. C'est vraiment, c'est l'événement le plus connu de la Révolution française, simplement. Maintenant, je veux parler de la Grande Peur, la campagne qui s'enflamme. En 1789, l'été 1789, pour être exact, la panique, elle gagne les campagnes. Des rumeurs commencent à circuler. Les nobles veulent affamer le peuple, brûler les récoltes, etc. Donc les paysans, inspirés par l'événement de Paris, de la Bastille et de tout ce qui se passe en France, ils vont prendre les devants. Et ils vont commencer à attaquer les châteaux. Ils brûlent les titres de propriété et ils exigent la fin des taxes. C'est vraiment le moment où le peuple dit « Ok, nous aussi, on peut réagir, on peut faire des choses. » Ok. La nuit du 4 août, la fin des privilèges. Pour calmer la colère, ok, les députés de l'Assemblée nationale décident une chose historique à ce moment-là. Dans la nuit du 4 au 5 août, tous les privilèges en France sont abolis. Fin de la noblesse héréditaire, fin des droits féodaux, des dîmes, des impôts complètement absurdes et injustes. En une nuit, on a rayé 1000 ans d'inégalité. C'est vraiment la grosse mise à jour de la France. Ok. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça apparaît le 26 août 1789. L'Assemblée vote un texte fondamental. Liberté, égalité, sûreté, propriété, résistance à l'oppression. Le pouvoir, il vient du peuple et plus de Dieu, comme c'était le cas avant. Ce texte, il est inspiré par les Lumières et la Révolution américaine. Ça devient la base de toute démocratie moderne. Ok. Le peuple fait donc pression et marche sur Versailles. En octobre 1789, l'année 1789, c'est l'année de la Révolution. Vraiment, il se passe plein de trucs. À Paris, les femmes commencent à se révolter. Toujours pas de pain, des rumeurs que le roi rejette la déclaration, que le roi n'est pas d'accord avec ce qui se passe en France. Et donc des milliers de femmes marchent jusqu'à Versailles. 20-25 km à pied, c'est pas rien quand même. Et elles forcent le roi à signer la déclaration et à revenir s'installer à Paris sous la surveillance du peuple. Là, c'était pas une manif tranquille, etc. Ok. Le roi, on est allé le chercher. Le peuple français, les femmes de Paris sont allées le chercher, lui ont fait signer la déclaration pour prouver à tout le monde qu'il acceptait ses conditions. Et il est revenu à Paris pour être surveillé. Ok. Donc là, on commence vraiment à passer dans une autre étape de la Révolution française, l'après-révolution. Et on arrive donc maintenant à la partie numéro 3, de 1790 à 1793. C'est les 3 années où la monarchie,
elle a perdu pied. Vraiment. Ok? Donc, le roi est à Paris, mais tout le monde doute. Ok? C'est un peu la situation. Depuis octobre 89, Louis XVI, il est logé aux Tuileries, à Paris, et il est surveillé par le peuple. On vient d'en parler. Il a signé la Déclaration des droits de l'homme, mais à contre-cœur. Ok? Et secrètement, il espère encore reprendre le contrôle. En public, il fait semblant de coopérer, d'aller dans le sens du peuple, des décisions qui sont prises. Mais en privé, il correspond avec d'autres rois en Europe. Et il espère trouver une issue à cette crise. Ok? Mais l'Assemblée, elle continue de bosser et elle bosse dur, très dur. Elle réforme tout, l'Église, l'administration, les lois. Elle crée des départements, supprime les anciennes provinces, etc. Et en 91, une constitution est adoptée. La France, elle devient donc une monarchie constitutionnelle. Le roi garde son titre, mais ses pouvoirs sont limités par la loi. C'est un petit peu le deal à ce moment-là, ok? Ok Louis, tu restes le roi, mais maintenant, tu suis les règles, tu lis la notice, ok? Sauf que Louis, comme on l'appelle maintenant, le roi va essayer d'agir, d'aller contre ça. Et attention, là, c'est le moment drame un petit peu de la Révolution ou des conséquences de la Révolution française, la fuite à Varennes du roi. Là, il va littéralement griller son joker. Le 20 juin 1791, Louis XVI et sa famille tentent de fuir Paris. Donc ils se déguisent, etc. Leur destination, la frontière de l'Est pour rejoindre des troupes qui lui sont fidèles, avec qui il va pouvoir organiser une contre-attaque, la reprise du pouvoir, etc. Sauf que, à Vienne, un postier le reconnaît, grâce, apparemment, moi j'étais pas là, évidemment, mais grâce à sa tête sur les pièces de monnaie. Le roi et toute sa famille sont donc arrêtés et ramenés à Paris. Et là, ça sent très très mauvais pour lui, évidemment. Game over, vraiment. Après ça, le peuple ne lui fait absolument plus confiance et certains veulent même abolir la monarchie. L'idée commence à naître d'abolir la monarchie. Et là, c'est toute l'Europe qui commence à flipper un petit peu. Les autres rois, ils ont évidemment peur que cette idée, elle se propage et que bien, ça menace leur propre trône, en fait, directement. En plus, on rappelle que Marie-Antoinette, elle est autrichienne, donc Vienne est très, très concernée. En 92, la France déclare la guerre à l'Autriche. C'est donc la Révolution qui attaque en premier. Elle pense à ce moment-là exporter ses idées, mais l'armée est super mal préparée et donc c'est pas une très grande réussite. Ok? À ce moment-là, les sans-culottes vont prendre les choses en main. Les sans-culottes, c'est un terme que tu vas retrouver si tu lis quelque chose, si tu te renseignes sur la Révolution française. Les sans-culottes, c'est les révolutionnaires du peuple, pas d'aristocrates, etc. C'est donc ceux qui n'ont pas de culotte de soie, réservées aux personnes riches, etc., etc. Et eux, ils en ont marre d'attendre. Donc, ce qu'ils vont faire, le 10 août 1792, ils prennent d'assaut le palais des Tuileries, où il y a le roi, massacrent tous les gardes, et le roi et sa famille est arrêté et emprisonné. La monarchie, à ce moment-là, elle est suspendue. Première étape.
Le 21 septembre 1792, l'Assemblée proclame la République. Ça y est, on dit au revoir à la monarchie, au revoir au roi et place au peuple souverain. Ok? On entre dans une toute nouvelle ère. Ah, donc là, attention, voilà, la monarchie disparaît en France à ce moment-là. Et vient donc le procès du roi qui est jugé pour trahison. Il a fui, conspiré et trahi la nation. Il y a des tonnes de preuves, on retrouve des lettres, etc. Mais le procès, il divise un petit peu. Certains veulent l'exécuter, simplement, d'autres veulent l'épargner, par peur des représailles étrangères. Il ne faut pas oublier que partout en Europe, la monarchie existe, tout autour de la France. Et le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné, place de la Révolution. Aujourd'hui, c'est donc la place de la Concorde. Ok. Il meurt digne, calme, devant une foule silencieuse. Apparemment, ce qu'il dit, c'est « Je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis ». Et là, c'est irréversible. La France a coupé la tête de son roi. La Révolution vient donc d'entrer dans sa phase la plus radicale du mouvement. Et voilà, en fait, je vais m'arrêter maintenant. Ok, c'est déjà une très longue vidéo avec du vocabulaire pas facile et beaucoup de choses qui se passent. Donc voilà, tu as déjà une excellente idée de ce qui a provoqué la révolution, comment ça s'est passé et comment ça s'est fini pour la monarchie. Je ferai peut-être une deuxième partie pour parler des conséquences que ça a eu, parce que l'histoire ne s'arrête pas là et les problèmes continuent en France, dans une France divisée après la mort du roi. Donc voilà, c'est déjà très bien pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur l'histoire française, que c'était pas trop compliqué non plus. N'oublie pas qu'il y a une transcription dans la description pour t'aider avec le vocabulaire un peu bizarre, un peu spécifique et particulier. J'espère que ça t'a plu. Mets un like. Merci beaucoup. Passe une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!